Ok, donc aujourd'hui, on va commencer cette partie-là. On était où là? On est là. Protecting Virtual Machine on their data. Donc, ce matin, on va parler donc des protection domaines. Donc, on va parler de RPO, de RTO et tout ça, hein. Donc, on parlera de RPO, RTO, Near Sync, asynchrone, synchrone, etc. Et puis, on verra comment créer un protection domain dans la partie Prism éléments. Et puis, il y aura une information sur ce qui s'appelle LEAP, qui permettent de créer des protection domains, mais cette fois entre Prism Central. Alors que les protection domains classiques hein, se font entre Prism Element. On verra comment ça fonctionne. Enfin, on expliquera ce que c'est plus exactement. Bon, la protection des données, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bien sûr, il faut avoir des stratégies de protection de données qui peuvent être par VM, qui peuvent être unidirectionnelles, bidirectionnelles, qui peuvent être synchrones ou asynchrones. Hein. On n'est pas obligé d'être en synchrone. D'ailleurs, pour pouvoir faire du synchrone, il faudra avoir la bonne licence pour pouvoir faire de la protection synchrone. Ce qu'on vous dit ici, on voit que on peut, quand on veut protéger ces machines, en fait, on va créer ce qu'on appelle un protection domain. Le protection domain, dans lequel on va inclure des virtual machines, on peut aussi inclure des volume groups. Bon, la notion de volume group, ça vous dit rien. En réalité, c'est ça, un volume group. Ça permet de vous souvenez que ici, moi, j'ai le storage pool au-dessus des storage containers. Et normalement, c'est directement monté par les hyperviseurs. Et bien sûr, quand vous créez votre machine, le disque de la machine pointe là-dessus. Donc le V-disque pointe là-dessus. Mais ça, ce système de fichiers, là, ben, on appelle ça le système ADSF. Il est possible de le partager avec des machines extérieures qui font de l'iSCSI. Donc, si vous avez une machine extérieure, à moi, le ESXi par exemple, qui fait de l'iSCSI, lui pourra accéder à ce stockage, à ce système DSF, mais pour ça, il faut créer un objet qu'on appelle un volume group. Et dans ce volume group, dans cet objet-là, on va définir des partages qui sont des LUN, hein, tout simplement. Hein. Et donc, les hyperviseurs extérieurs vont accéder en iSCSI sur une adresse IP spécifique qui s'appelle iSCSI Data Service IP, qui est différente de celle du cluster. Hein. Je vous montre ça. Si je prends l'adresse IP du cluster, quand vous cliquez ici, vous avez toutes les informations du cluster. Hein. Donc l'adresse IP du cluster, mais ici, vous devez mettre une adresse si vous voulez faire du volume group, hein, donc de l'iSCSI, qui s'appelle iSCSI Data Service. Ça doit être une adresse différente de celle du cluster, mais sur le même réseau que le cluster. Différente, mais sur le même réseau. Donc, faut bien
Choisir l'adresse du cluster. Je sais plus où je suis là. Start session. C'est bon. X. Yo. Bon, cette adresse IP là, regardez. Je vais simplement vérifier si ici la 50, tiens, 50, la 50 est prise, 42 peut-être là. Bon, la 42 est libre. Donc, ça doit être une adresse sur le même réseau que les CVM, donc sur le VLAN du cluster, mais différente de celle du cluster. Donc, je vais mettre l'adresse 42. Donc, cette adresse iSCSI, là, data service, c'est celle qui servira d'adresse IP de la target, en fait, hein. Enfin, l'adresse IP iSCSI, bon, je sauvegarde. Pardon, c'est pas au bon endroit, là. C'est ici, hein. OK. Donc, maintenant, il doit répondre. OK. Bon, c'est lui-même, hein. Normalement, c'est en général, c'est celui qui a l'adresse du cluster. Vous savez, celui qui le map sur 0, sur 1, là. Donc, lui, il a l'adresse du cluster. En général, c'est mappé sur 0,2, là, hein. Ah, c'est pas lui qui l'a, mais en général, souvent, c'est lui, mais sinon, on va le chercher. Oh là. SSH, if config, ETH0, 2.2. Donc, en fait, on utilise ETH0 2.2 de façon à ne pas tomber en conflit avec le ETH0 2.1. Donc ici, là, c'est le 31 qu'il a récupéré. Je veux dire, c'est lui qui fait office de target iSCSI. Bon, fait office de target iSCSI. Bon, ça, c'est la connerie de ce truc-là. C'est que j'ai fait mon truc. Donc, en fait, ouais, voilà. Vous avez ça, le storage pool, les storage containers au-dessus, et puis le volume group. Donc, storage SC01, hein, storage pool. Ça pointe comme ça. Et puis, dans le volume group, vous définissez un ou plusieurs LUN, hein, par exemple de 2 Tera. Mais vous choisissez pour chaque disque dans quel storage container il va pointer d'après son RF, quoi. Donc ici, RF3. Et ça, c'est ce que vont voir les machines comme LUN en mode brut en iSCSI. Et ils attaquent bien sûr l'adresse data service en iSCSI. Donc, les types de disques qui sont là sont considérés comme des V-disques. En fait, c'est de même nature que les disques des machines virtuelles, quoi. Puisque vous savez que le disque d'une machine virtuelle, c'est un V-disque. Donc, ces V-disques, ils pointent dans un storage container, les V10 qui sont dans les volumes groupes également. Donc, dans les protection domain, quand vous créez un protection domain, vous pouvez inclure des volumes groupes et des machines virtuelles. Pas de souci. Donc, c'était pour expliquer cette partie-là. Donc, quand vous créez votre protection domain, vous avez la possibilité, ici, je vois que j'ai la possibilité de faire de 1 vers many. Ça va dépendre de la licence que vous avez. On a vu qu'il y avait Starter, Pro et Ultimate. Bon, avec Starter, vous pouvez faire que de 1 vers 1. Vous ne pouvez pas faire 1 vers many. Vous voulez faire 1 vers many, il vous faut Pro
et Ultimate. Bon, on va aller le confirmer, hein, pour être sûr. Firefox. Et en Starter Pro Ultimate. Bon, voilà, ici, multiple. Donc, vous voyez que ça, c'est la ligne Starter Pro Ultimate. Multiple disaster, speed disaster recovery, many to one, one to many, many to many. Ce n'est possible qu'en Pro Ultimate. Par contre, en Starter, vous pouvez faire one to one. C'est-à-dire que si vous avez deux sites, un site à Paris, un autre à Fontainebleau, par exemple, le site de Paris peut répliquer sur le site de Fontainebleau, le site de Fontainebleau peut répliquer sur le site de Paris. Et si vous avez Pro ou Ultimate, eh ben, Paris peut répliquer sur Fontainebleau et Paris peut répliquer aussi sur Lyon, par exemple. Et puis Lyon peut répliquer sur Paris, Lyon peut répliquer sur ça. Normalement, à partir du moment où vous êtes en Pro Ultimate, vous pouvez aussi faire ça, hein. C'est-à-dire tout le monde peut répliquer sur tout le monde de façon à avoir des sauvegardes d'IVM un peu partout. Ici, many to one ou one to many, c'est presque la même chose, hein, puisque ici, c'est du many to one aussi, hein. Et du one to many, ça dépend dans quel sens on se met. Et puis, many to many, tout le monde réplique sur tout le monde, ou certains répliquent entre eux. On n'est pas obligé que tout le monde réplique sur tout le monde, mais si vous avez 10 sites, ce qui vous ferait 45 réplications, vous n'êtes pas obligé d'avoir 45 réplications, hein. Et 10 sites, peut-être, vous pouvez, certains sites peuvent être répliqués deux fois, etc. Donc, two-way mirroring, en général, on n'est pas obligé, mais quand vous créez une protection domaine, vous pouvez très bien dire, j'ai Paris, moi, d'un côté, puis j'ai Lyon de l'autre. Et puis Paris va répliquer sur Lyon chez VM, parce que j'ai des VM importantes ici. Je veux les protéger si le site de Paris a un souci, qu'il soit à Lyon. Mais en parallèle, bien sûr, Lyon peut répliquer sur Paris, hein. C'est pas obligatoire, mais on peut le faire dans les deux sens ou dans un sens, hein, bien sûr. On va définir sa politique d'après ses besoins. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Ici, si vous avez Ultimate, vous avez une petite fonctionnalité en plus avec Ultimate. Vous pouvez répliquer vers du cloud, c'est-à-dire vous pouvez répliquer vers AWS et Azure en plus. Donc j'ai de l'Ultimate, j'ai un site, j'ai un premier site, j'ai un deuxième site, j'ai un troisième site. Lui peut répliquer comme ça, on peut répliquer comme ça, on peut répliquer comme ça. Et en plus, si les trois sites ont de l'Ultimate, je peux répliquer dans le cloud. Cette fonctionnalité s'appelle Cloud Connect. Bien sûr, ça vous demande d'avoir un compte Amazon ou Azure, hein. C'est pas géré par Nutanix, mais il faudra fournir votre compte Amazon ou Azure pour pouvoir le faire. Ça veut dire que quand vous êtes dans un cluster et que vous voulez donc toute la partie réplication se fait dans Protection Domain, hein, Data Protection. C'est là que je décide de créer de protéger mes VM par un Protection Domain. Mais si vous voulez répliquer sur des sites distants, il faut forcément déclarer les sites distants. Et donc, quand je suis dans Protection Domain, la possibilité de déclarer les sites distants. Vous voyez ici dans Remote Site, j'ai soit un cluster physique. Un cluster physique, c'est un cluster Nutanix. Ce n'est pas forcément un cluster de même nature que mon cluster. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas forcément. Moi, actuellement, sur mon cluster C1, j'ai de l'AHV. Je peux répliquer vers un cluster C2 qui est en vSphere, hein.
Il n'y a pas de souci, puisque le système DSF qu'il y a derrière, bah, c'est les mêmes systèmes DSF. Il est différent, parce que c'est pas le même, mais c'est de même nature, d'accord? Donc, euh, le système DSF qu'il y a sur le cluster C2 peut héberger, peut récupérer les snapshots, pas de souci. Donc, on n'est pas obligé d'être en même nature. Si on a le même hyperviseur, à ce moment-là, non seulement on peut répliquer les VM, ok, mais on peut redémarrer les VM sur le site backup. Ce sera pas que de la sauvegarde, que de la backup. Et puis, il faudra que je restaure localement pour démarrer. Je pourrais redémarrer les VM sur le site distant si j'ai le même hyperviseur, hein, d'accord? Euh, cette notion de, comment elle s'appelle, euh, qu'est-ce que je vous ai dit là, Cloud Connect, elle est possible qu'avec Ultimate, hein, d'accord? Maintenant, ce qu'on voit ici, on parle de asynchronous replication. Donc, on voit qu'on a de la réplication asynchrone avec un RPO de minimum. Bon, le RPO, c'est le temps minimum entre deux sauvegardes. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en asynchrone, vous ne pouvez sauvegarder vos VM que toutes les heures. Bien sûr, vous pouvez dire 2 heures, 3 heures, 24 heures, mais vous ne pouvez pas descendre en dessous d'une heure. Ça, c'est la réplication asynchrone chez Nutanix. On a une autre type de réplication ici, vous voyez ici, s'appelle near sync. Le near sync, en fait, c'est de la réplication asynchrone, mais avec un RPO d'une minute. Ça veut dire que s'il y a un incident, au pire, vous perdez une minute de travail. Donc, bien sûr, c'est mieux que de perdre une heure. Mais c'est pas de la réplication synchrone. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la réplication synchrone. Bon, la réplication synchrone, là, on comprend bien, on va rien perdre de son travail. Mais tout ça, c'est différent. Enfin, la réplication synchrone est différente des réplications asynchrones, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Après, vous avez des fonctionnalités qui utilisent de la réplication synchrone, qu'on appelle Metro Availability. Bon, c'est une fonctionnalité que Nutanix a créée pour VMware, qui permet de créer ce qu'on appelle des stretching clusters. D'accord? Donc, ça fonctionne en réplication synchrone. Ce qu'on voit, c'est que toutes ces fonctionnalités, ici, là, je les ai en Ultimate. En starter, j'ai quelques fonctionnalités telles que la réplication asynchrone 1 heure, le fait de pouvoir faire de l'application consistently snapshot, hein, vous vous souvenez, on avait expliqué ce que c'était. Et puis tout le reste, dans starter, je peux pas le faire. Par contre, si vous êtes en pro, vous avez certaines choses que vous pouvez faire. Par exemple, multiple site disaster recovery, le self-service restore, vous pouvez le faire, etc. Mais si vous voulez faire le reste, il faut assez une licence add-on. Donc, avec l'achat de cette licence add-on, bah, vous pouvez faire tout le reste ce que fait la version Ultimate, hein. Maintenant, réplication synchrone. Qu'est-ce que c'est? On va prendre un exemple pour expliquer ça. En fait, la fonctionnalité Metro Availability, hein, ça a été fait pour fonctionner comme ça. Vous avez quelque part un cluster, à un autre endroit un autre cluster. Donc ici, je vais dire j'ai un cluster C1 avec quatre nœuds. J'ai un cluster ici C2 avec 4 nœuds. Sur ce cluster, ça c'est fait pour vSphere, hein, donc c'est vraiment une fonctionnalité faite pour accompagner du vSphere, mais avec des clusters Nutanix, bien sûr, hein. Et je vais donc mettre du vSphere, donc de l'ESXi 01, 2, 3 et 4, hein, et puis 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai des clusters différents, j'ai forcément des systèmes DSF différents. Ce qu'il faut quand vous voulez mettre ça en place, vous allez avoir l'option ici.
Malheureusement, elle n'existera pas parce que mon cluster, c'est pas du vSphere. Et puis avec la Community Edition, on peut pas mettre du vSphere, hein, c'est de la HV, la Community Edition, il est déjà installé. Mais ici, quand vous venez dans Data Protection, ici, vous avez Protection Domain. Bah, vous verrez en plus Metro Availability. D'accord. Donc, dans cette notion de Metro Availability, pour le mettre en place, ce qu'il faut, c'est créer des storage containers. Ici, il s'appelle SC1. On est case sensitive. Ici, il faut créer aussi un storage container SC1. Même nom. Ici, SC2. Je crée aussi ici SC2. Même nom. Et quand vous allez mettre ça en place, vous allez définir que ce storage container SC1 va se synchroniser avec ce storage container de l'autre côté SC1. Et le storage container SC2 va se synchroniser avec le storage container SC2. Forcément, quelque part, moi, je vois que c'est des serveurs SXI qui sont dans deux clusters Nutanix différents. Le cluster Nutanix, c'est les CVM, on est d'accord. Mais par contre, le cluster de l'hyperviseur, ben, comment je vais faire? J'ai mon vCenter, un data center, et dessus, je crée un cluster. Mais cette fois, un cluster VMware. Donc, dans ce cluster, je vais venir intégrer mes serveurs SX. SX, ils aura jusqu'à 0.8, mes 8 serveurs SX. Et je vais activer DRS et HA. Okay. Bon, il s'avère que du point de vue de VMware, j'ai un cluster qui est sur deux sites, ce qu'on appelle un cluster étiré sur deux sites, hein, petit cluster. Donc, il faudra bien sûr créer, imaginez que vous avez une VM A et B qui tourne ici sur le cluster 1, donc on va dire sur le site A. Ici, j'ai mon site A et puis là, j'ai mon site B. Il faudra créer des règles d'affinité par groupe, là, et vous dites ce groupe de VM va tourner sur ce groupe de host. Okay, en violable, hein, les règles d'affinité chez VMware violables, là, c'est should run on. C'est-à-dire, tant qu'il y a des serveurs, il les fait tourner, et puis s'il n'y en a pas, ben, on peut les faire tourner ailleurs. Et puis, vous faites la même chose, hein, si vous avez des VM sur le site B, moi, je vais dire C et puis D, bah, même chose, je vais créer une règle d'affinité pour que ces VM-là tournent sur ces ensembles de serveurs avec le should run on, hein, ici. Donc, quand vous mettez ça en place, vous définissez que pour le site A, ce storage container-là est actif, celui-là, il est en stand-by. Donc, actif veut dire que le storage container est monté, hein, les hyperviseurs le voient, et puis stand-by, l'hyperviseur ne le voit pas. Il est là, le storage container, le système de fichiers, tout ça est là, mais il n'est pas monté aux hyperviseurs. Et puis, bien sûr, on va faire l'inverse ici. Ça va être actif et ça va être en stand-by. Et comment ça va se passer, bien sûr, vous avez compris, la VM A bah, sera stockée ici, la VM B aussi, et puis la VM C et puis D bah, seront stockées comme ça, hein. Et donc, la notion de synchronisation, pour que ça fonctionne, il faut une fibre noire entre les deux sites. Donc, fibre noire entre les deux sites, validée par Nutanix. D'accord. Et comment ça se passe? Quand la machine A fait une opération en I/O. La machine A fait un I/O, donc on va dire elle fait une opération d'écriture. Cette opération d'écriture arrive dans le storage container. D'accord? Bon, comment ça se passe déjà si j'avais pas de système de réplication?
En réalité, un storage container, on a dit que c'est géré par les CVM. Donc, on a ce qu'on appelle la data locality. Imaginez que on est en RF2. Ben, avant d'acquitter la VM, hein, sans qu'il y ait la réplication, hein, avant d'acquitter la VM, qu'est-ce qui se passe? La VM envoie la requête à l'hyperviseur. Enfin, en réalité, la VM envoie la requête à la carte HBA, hein. C'est trappé par l'hyperviseur et l'hyperviseur renvoie la requête à son stockage, à sa CVM par le réseau 192.168.5.2. La CVM envoie une copie, met une copie locale et envoie une copie à une autre CVM dans le cluster de CVM. L'autre CVM, quand elle a quitté la VM va venir acquitter la CVM, pardon. L'autre CVM, quand elle a quitté la première CVM, la CVM va acquitter la VM locale, d'accord, de l'opération d'écriture. Et donc, ça se passe comme ça. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il y a en plus? La VM fait une opération d'écriture. La CVM valide l'opération d'écriture localement, c'est-à-dire avec tous les réplicas, etc. Et la CVM va renvoyer l'opération d'écriture vers le cluster distant. Et quand le cluster distant, même chose, ici j'ai aussi un RF, hein, RF2. Quand toutes les opérations d'écriture sont finies, le cluster distant va acquitter l'opération d'écriture sur mon cluster C1. Et une fois que c'est acquitté ici, on acquitte la VM. D'accord? Donc, ça veut dire que tout ce qu'une VM écrit dans ce storage container, on est sûr que c'est synchronisé sur le storage container qui est distant. Et là, c'est ce qu'on appelle du synchrone, hein. Même chose, tout ce que les VM C et D bon, vont écrire, hein, ben voilà, avant d'acquitter la VM, on valide de l'autre côté c'est acquitté, et ensuite on acquitte la VM. Comme ça, ce qu'il y a là est vraiment synchronisé avec ce qui est là. À quoi ça sert? Si vous perdez un des sites, bon, je perds ce site, euh, eh ben, il suffira de remonter le storage container, c'est-à-dire le mettre en actif là, et à partir du moment où il est actif, on a cette fonctionnalité achat dans le cluster, puisque en réalité, c'est un plan de disaster recovery basé sur DRS achat, en fait, hein. Donc, achat va redémarrer de lui-même la VM, puisque achat va voir que ses VM sont protégés, il va demander à ses serveurs de démarrer les VM. Les serveurs voyant les VM, ben, démarrent la VM A et la VM B. Pas de souci. Par défaut, donc, ils peuvent pas parce que le storage container n'est pas présenté. Donc, soit je viens manuellement monter le storage container, ou ce qui est mis en place, hein, qu'on va avoir une VM witness, ok, qui est mise sur un autre site que les deux sites, hein, et qui va surveiller les deux sites, et qui, en cas de perte d'un site, va automatiquement activer le storage container sur l'autre site. Et automatiquement, achat va redémarrer les VM, et on a un démarrage automatique des VM. En plus que ceci devait se faire, on peut orchestrer le démarrage, etc., hein. On peut donner des priorités de démarrage, etc., pour les VM. C'est une fonctionnalité payante. Il faut l'Ultimate, hein, pour pouvoir faire ça. Ou alors, si vous n'avez pas Ultimate, il faut la version Pro, mais avec l'add-on, hein. Bon, la version Pro avec tous les add-ons qu'on rajoute, à mon avis, c'est plus cher qu'Ultimate, hein. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le Metro Availability. Après, bien sûr, on peut faire de la réplication asynchrone. Donc, il y a deux types de réplication asynchrone. Soit avec un RPO de 60 minutes, ou soit une fonctionnalité chez Nutanix qu'on appelle le Near Sync. Là, c'est à la minute. Minute jusqu'à 15 minutes.
là 60 minutes jusqu'à donc 440 minutes, hein, c'est-à-dire une journée, quoi. Euh, Avec Starter, on sait faire que ça. D'accord? Avec Pro aussi, hein, tout le reste, faut payer. Maintenant, regardez, c'est ce qu'il y a comme fonctionnalité qui apparaît là. Bon, réplication asynchrone, RPO d'une heure, on l'a expliqué. Application Consistency Snapshot, on l'a vu. Le Self Service Restore, bon, c'est un service de restauration, euh, non pas de VM, mais de fichiers. Je vous avais expliqué comment ça se mettait en place, hein. D'ailleurs, on pourrait faire une démonstration. Il faut juste, j'avais pas installé les tools dans ma machine Windows, en fait, hein. J'avais cette machine Windows, hein. C'est quoi le mot de passe, hein? On va dire Nutanix, slash for you1. On peut emmerder. J'ai juste lancé l'installer tools et puis, je vais vous montrer après le Self Service Restore. Bon, il continue à s'installer. Enfin, elle a fini, hein. Simplement, moi, ce que je veux, là, ah oui, c'est ça. C'est ici. Bon, bien sûr, hier, vous avez tous réussi à installer les tools parce que des fois, il y a des soucis, mais c'est simplement parce que soit le mot de passe, on ne tape pas bien, ou la VM n'a pas d'adresse IP. Donc, celle-là, elle a bien une adresse IP sur le réseau en question. Manage Guest Tools. Il veut dire de monter, d'ailleurs, faut pas que je lui dise de monter le CD-ROM tout de suite. Faut d'abord aller démonter les CD, hein. D'ailleurs, je lui avais donné un disque en plus hier pour vous montrer. Je vais le virer. Bon, vous avez vu toutes ces opérations-là, c'est à chaud. Ok. Hmm. Ouais, normalement, il vient de lui-même monter le CD-ROM. J'ai marre de se péter, hein, pour des décos comme ça. Comment? Pardon. Je viens d'être déco, là, je sais pas pourquoi. Mon PC a juste redémarré. Ah, ça tourne sur Windows? Oui. Ouais, quelqu'un est en train d'hacker ta machine. Non, erreur kernel. Je pense que c'est l'alimentation. Ok, bon, on va laisser ça se faire. Bon, je vous ferai une démonstration de Self-Service Restore, hein. Simplement, regardez, on va partir d'un scénario pour voir comment fonctionnent les protection domain en mode asynchrone. Donc, quand vous avez une protection domain en mode asynchrone, imaginez que vous avez deux sites. Vous avez un premier cluster, qu'on va appeler C1, et puis un deuxième cluster C2. Sur le cluster C1, forcément, vous avez défini une adresse IP du cluster. Cette adresse IP du cluster doit être joignable par le cluster, celle du C1 doit être joignable par le C2, du C2 par le C1. Donc, ici, je mets des adresses IP routables exprès.
Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre des adresses IP routables, mais il faudra NAT, etc. si vous devez machin aller à l'extérieur. Mais ça doit pouvoir joindre ça et vice-versa, hein. Donc, il faut imaginer que sur le site CA, j'ai un certain nombre de machines virtuelles. Bon, je vais dire A et B. Ces machines virtuelles sur le site CA, elles sont forcément connectées à un réseau. Forcément, enfin pas forcément, mais en général, une machine est sur un réseau, hein. Et puis, elles sont aussi stockées dans un storage container. Ok. Donc, j'ai le disque ici de ma machine A, et aussi le disque de ma machine B stocké dans ce storage container. Mon but, ça va être de sauvegarder localement dans un protection domain la machine A et la machine B, mais également de répliquer les machines A et la machine B sur un storage container distant, SC3 par exemple. Et quand j'ai besoin de les démarrer, d'être sûr qu'elles sont connectées aussi sur un réseau distant. Donc, je veux dire ici, mon réseau s'appelle net 1, et puis ici s'appelle net 3. D'accord? Donc, quand vous déclarez, puisqu'il faudra déclarer le cluster distant, il faudra le faire sur les deux. Ici, on va le voir sur la plateforme. Sur ma plateforme, j'ai mon lab cluster A. Lab cluster A, je vois qu'il s'appelle lab cluster A. J'ai noté son nom, 172.16.0.41. OK. Et j'ai aussi un lab cluster B. Je vais l'ouvrir là. Lab cluster B. Ici, un lab cluster B. Bon, c'est des trucs chiants parce que ça fait perdre du temps sur des trucs pas nécessaires. Donc j'ai mis mon lab cluster B ici, qui s'appelle aussi lab cluster B, avec une virtual IP qu'ils n'ont pas mis. C'est pas bien ça. Ok, donc il faudra que j'en mette une, hein, d'accord. D'ailleurs, je vais en mettre une tout de suite. Je vais la faire à la wall again. Donc j'ai vu qu'elle était en 172.16 aussi. Ok, on ping 172.16.0.70, c'est libre. Bon, on va la mettre en 70, hein. Ici, bon, 172, elle a elle-même 172.16.0.51. Donc, on va dire ici 172.16.0.70. Ok, et j'ai mon adresse virtuelle du cluster. D'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, c'est que dans les sessions SSH, là, il y a l'air d'avoir déjà une session pour... bien sûr, vous allez suivre le support de lab hein, quand vous allez faire ce lab-là, hein, d'accord? Ici, je suis sur mon cluster B et je vais déclarer sur mon cluster B le cluster A. Donc, il me faut connaître le nom du cluster A et son adresse IP. Donc, je vais le copier, moi, pour pas la... Et 172.16.0.41. Donc, je viens sur le cluster B et je vais dans Protection Domain. Dans Protection Domain, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, bon. En fait, là, il me dit simplement s'il y a des machines virtuelles qui sont déjà protégées depuis le Prism central, je ne pourrais pas les inclure dans un protection domain. Mais ce qui est normal. D'ailleurs, quand une VM est déjà dans un protection domain, elle n'apparaît plus dans les autres protection domains que vous pouvez créer, hein. Une VM peut être protégée qu'une seule fois. Donc ici, je vais déclarer mon site distant. Donc, vous voyez, c'est un site physique, mais je vais juste aller sur Cloud pour vous montrer qu'on peut déclarer, bien sûr, si on avait
un compte Amazon et un compte Azure, on pourrait déclarer les credentials Amazon et Azure ici de façon à définir comme site distant le cloud, hein. Mais bon, ici, nous, ça va être un physical cluster. Le nom du site case sensitive doit être le même, c'est-à-dire celui qui est mis sur le site distant. Ici, j'ai la possibilité de passer par un proxy pour la connexion entre les deux. Si vous avez déclaré un proxy, vous pouvez dire enable proxy ou pas. Par contre, vous ne pouvez pas dire enable proxy, vous ne pouvez pas déclarer de proxy. On déclare un proxy ici dans Gear Icon. Proxy, hein, donc HTTP proxy quelque part, là, ici. Déclarez votre proxy. Son nom, l'adresse IP, le port, le login, le mot de passe, et puis les protocoles que gère le proxy. Donc, si vous avez déclaré le proxy, vous cochez ou pas. Maintenant, le site distant peut me servir juste à faire des backups de mes VM, et puis il faudra que je les restaure localement pour pouvoir les démarrer. Ou alors, je peux dire, il peut me servir à backuper mes VM, je peux, si j'ai besoin, démarrer mes VM sur le site distant. Donc, site distant va me servir de disaster recovery, c'est-à-dire démarrer, répliquer, et puis aussi démarrer mes VM. Et puis ici, il me faut tout simplement déclarer 172.16.0.41. C'est bien ça. Petit doute. Une mémoire de fourmi. 041. C'est bon. OK. 041. Le numéro de port. Le numéro de port, là, il me propose le port 2020. Si vous avez un firewall, vaut mieux ouvrir ce numéro de port, hein. Maintenant, vous pouvez changer le numéro de port, mais de toute façon, il faudra de toute façon l'ouvrir dans un firewall. D'accord? La seule raison qui ferait que j'utiliserais pas ce numéro de port, là, ce serait qu'éventuellement d'autres applications qui rentreront en conflit avec ça utilisent ce numéro de port. Mais normalement, il n'y a aucune raison de toucher au numéro de port, hein. J'ajoute. Et quand vous allez l'ajouter, ça va passer sur Settings. Donc, je fais Add Site. Maintenant, c'est passé sur Settings. Qu'est-ce qu'on trouve? Il me dit, est-ce que vous voulez faire de la gestion de bande passante? D'accord? Si vous voulez faire vous n'êtes pas obligé de faire de la gestion de bande passante. Mais comme on est entre les deux sites, là, on est sur un WAN. OK? Si c'est un WAN, bon, j'ai peut-être une bande passante limitée. J'ai pas envie que les réplications entre mon cluster C1 et mon cluster C2 me consomment toute ma bande passante, etc. Donc, je peux décider de faire de la gestion de bande passante. Si vous faites la gestion de bande passante, vous pouvez définir une limite de bande passante. Ici, vous voyez que la valeur, c'est directement des mégaoctets par seconde. Donc, vous mettez la valeur, par exemple, si vous mettez 10, c'est 10 mégaoctets par seconde. Maintenant, vous pouvez dire, je vais faire de la gestion de bande passante. Vous mettez une valeur globale qui est une valeur fixe. Maintenant, vous pouvez dire, je vais définir des politiques de gestion de bande passante. Donc, forcément, il faut que la gestion de bande passante soit allumée, hein, et vous définissez une politique. Et vous pouvez dire, ben, ce sera 10 mégas octets par seconde, soit tous les jours, ou vous pouvez spécifier les jours de la semaine, et puis vous précisez de quelle heure à quelle heure, hein, d'accord? Donc on peut avoir une politique de gestion de bande passante, ou simplement faire de la gestion de bande passante sans politique, hein, etc., ou ne pas en faire. La compression. Les données vont être compressées entre les deux sites. Donc, les données étant compressées, ben moi ça me va, hein, donc je vois aucune raison de pas de l'enlever, mais vous avez vu par défaut c'est compressé. Bon, vous pouvez l'enlever s'il y a. Et puis très important, il faudra venir mapper à la fois les storage containers et les réseaux. Donc les réseaux ici et les storage containers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ici, reprenons mon truc, je sais que ma VM, je suis en train de déclarer ici sur le site C1, je déclare le cluster C2. Donc je dis C2, il a l'adresse 198.50.20.2. D'accord? Mais je dois aussi faire un mappage des réseaux. Je dois dire que ce réseau-là correspond à ce réseau-là.
que ce storage container correspond à ce storage container. Donc, je vais dire ici que le réseau net 1 correspond au réseau net 1 qui est de l'autre côté. Net 3, pardon, qui est de l'autre côté. Et le storage container SC1 correspond au storage container SC3 qui est de l'autre côté. Donc, je déclare mon site en faisant ça. Je dois absolument mapper mes réseaux. Bien sûr, je viendrai sur le site C2, déclarer C1, même chose, 200.4.5.2. Net 3 correspondra cette fois à net 1 et SC3 à SC1. Pas de souci. Il faut que ce soit mirroré, ça. D'accord? Pourquoi? Parce que quand une VM sera répliquée, on saura où aller mettre les snapshots, dans quel storage container mettre les snapshots. D'ailleurs, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez définir votre protection domain, c'est pas les disques. On va créer des snapshots. Donc, il va y avoir un snap ici. Un snap ici. Et c'est ces snapshots qui seront répliqués de l'autre côté. Alors, les snapshots seront répliqués. Mais comme j'ai la possibilité de démarrer les VM de l'autre côté, bah, quand elles vont démarrer, il faut qu'on sache sur quel réseau elles sont connectées. Donc, pour ça, je suis obligé de faire un mappage des réseaux. Donc, je vais décider que ici, il y a quoi comme réseau là-dessus? Ah, il y a que ça comme réseau? Bon, dans le cours, on va vous faire créer des réseaux spécifiquement pour ça, hein. Moi, je vais décider que le réseau ALCB, là, correspond à mon réseau Management Network. Et puis, Management Network de l'autre côté, hein. Et puis, mon storage container, le default, ici, correspond au default. Okay. Bon, c'est pas les mêmes defaults. Vous avez vu qu'ici, l'ID default container-179, là, hein, donc c'est bien des storage containers différents. Donc, je map, je sauvegarde, j'ai déclaré sur le site B mon site A. Donc, je vais faire la même chose sur le site A. Je vais déclarer le site B, 72.16.0.70. Donc, je viens sur la cluster A. Ici, Data Protection, Remote Site, equal, le nom, caisse sensitive, je rappelle. Ici, l'adresse IP 172.16.0.70. Et je l'ajoute. Je ne gère pas de bande passante. Par contre, je viens faire les mappages. Donc, le réseau chez moi qui s'appelle Manage Network, je veux le mapper avec le réseau distant LCD. Donc, ça doit être mirroré, en fait, hein, le miroir de l'autre côté, hein. Et puis, ma data store, c'était quoi? Default container vers default container. Je sauvegarde. Donc, là, on a déclaré les deux sites. Bon. Mes deux sites étant déclarés, mon but, ça va être de sauvegarder dans cette démonstration que je vais vous faire, hein. Moi, je veux sauvegarder la Win01. Bon, cette VM Win01, bon, c'est celle qui vient, je viens d'installer les tools. Oh putain, il fait chier, là. Bah, il est où le truc? Console. OK. Close. Bon, les tools sont installés. Je vais juste mettre sur le bureau un petit un dossier. Puis, même pas, je vais renommer le dossier, en fait. Non, je vais laisser comme ça. De toute façon, il n'y avait pas de dossier. Bon, j'ai mis un dossier. C'est juste pour, quand on va restaurer, visualiser que c'est bien la machine. Donc, forcément, il faut que cette machine corresponde à ce que j'ai mappé. Vous êtes d'accord?
Sinon, ça marche pas, ça. C'est-à-dire que moi, j'ai bien dit que net 1 vers net 3, mais j'ai dit net 1. Donc, si je veux sauvegarder la machine A, ou bien qu'elle soit sur le réseau net 1. Sinon, ça va pas matcher ce qu'il y a là et ça marchera pas. J'ai dit aussi que je mappais SC1 sur SC3. Donc, la VM est bien dans SC1. Donc, à ce moment-là, je peux sauvegarder ma VM. Donc, je vais simplement contrôler que ma machine match ce que j'ai prévu. Donc, en termes de réseau, être sur le bon réseau, hein, qui doit être Manage Network. Manage Network. En termes de data store, elle est sur le storage container, default container, machin, impeccable. Donc, je peux sauvegarder cette machine. Donc, regardez, je vais me lancer dans une sauvegarde de cette machine. Je vais créer un data protection de type asynchrone. Là, j'ai que cette possibilité, hein. Je n'ai pas Metro Availability, hein. Je ne sais pas du vSphere et puis j'ai pas la licence Ultimate. Donc, je vais l'appeler Protection Domain 001. Dans le Protection Domain, on a dit qu'on peut mettre des machines virtuelles, mais également des volumes groupes. D'ailleurs, pour vous montrer qu'on peut mettre des volumes groupes, je vais aller en créa, je vais juste faire create. Regardez, là, je ne vois que des VM parce que j'ai que des VM, j'ai pas de volume groupe. Donc, je vais supprimer. Je vais juste aller créer un volume groupe storage, volume groupe, new volume groupe. Je vais l'appeler VG. Voilà. OK. Je vais ajouter un petit disque dedans de 2 Tera. Très bien. Un petit disque de 2 Tera dans mon volume groupe. Je sauvegarde. C'est juste pour avoir un volume groupe, hein. Il va apparaître là. Bon, il est là. Je reviens dans mon data protection. Je vais venir recréer mon data protection. Protection domain 1. Et regardez, je peux sélectionner mon volume groupe. Bon, je peux aussi sélectionner des VM. OK. Donc, moi, je vais juste prendre la Win01. Ici. Sélectionner juste la Win01. Ici, regardez, Use Application Consistency Snapshot. Vous vous souvenez de à quoi ça sert? Ça va s'appuyer parce que c'est du Windows. J'ai installé les tools. J'ai activé quand j'ai installé les tools la partie VSS. Ça va permettre de synchroniser ce qui est en mémoire au niveau applicatif par rapport au disque. D'accord? Et puis, il suffit de cliquer sur Protect Selected Entities. Et à ce moment-là, vous voyez que Protected Entities, la Win01 apparaît. Bien sûr, je peux la virer, je sélectionne, je balance dans l'autre sens, hein. Je fais Next et je vais tomber sur le schedule. Le schedule, par défaut, il n'y en a pas. Je vais définir une fréquence. Je vais dire que je vais sauvegarder cette VM toutes les 60 minutes. Parce que de toute façon, pour moi, le RPO là, minimum, c'est 60 minutes. D'accord? Je peux dire, au lieu de 60 minutes, tu vas répéter dans la semaine, tel jour, tu démarres à partir de tel jour. Normalement, si simplement vous définissez une fréquence, il démarre tout de suite et puis après, toutes les 60 minutes, il fait une copie de la VM. Mais il fait combien de copies de la VM? Il va en garder combien? Vous pouvez définir le nombre de copies que vous voulez conserver de cette VM. Donc ici, je dis, je veux conserver 2 copies, 3 copies, 4 copies, etc. Si vous dites 4, il en fait une, il en fait deux, il en fait deux, il fait 4. Et quand il va faire la cinquième, il va supprimer la plus ancienne. D'accord? Et puis regardez, apparaît le site distant. Donc si j'avais déclaré bien sûr plusieurs clusters distants plus du cloud, tout ça, ça apparaîtrait ici. Je sélectionne les sites vers lesquels je veux répliquer. Et je définis aussi le nombre de snapshots qu'il va conserver sur le site distant. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, create schedule. OK, bon, regardez, j'ai un petit souci avec bon, j'ai ce souci que sur cette plateforme-là, hein, je l'ai pas sur, bien que ce soit la même Community Edition. Ici, il me dit que le RPO minimum, c'est 6 heures. D'accord?
Donc, c'est pas 60 qu'il faut que je mette là. Normalement, c'est 60, hein, tu vois, c'est 600, hein. Donc, je vais mettre 600 pour qu'il y ait, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est au moins un snapshot. Donc, le snapshot sera fait tout de suite. Je crée le schedule, close. Donc, j'ai créé mon protection domain. Ça va se passer comment? On va aller voir là-dessus. Ici, donc, je dis, je crée un protection domain. OK. Dans ce protection domain, dans mon exemple ici, moi, je vais inclure la VM A, et puis je vais inclure la VM B. OK? Dans mon exemple 1, inclure la VM A et B. Je définis une fréquence, je vais dire 60 minutes, avec un RPO, pas un RPO, un nombre de copies de 3, par exemple. Et puis, je vois le site distant. Je vois le cluster C2. Je sélectionne le cluster C2. Et là, dans le cluster C2, il me dit combien tu veux garder de copies distantes. Ben, je vais dire 3 copies aussi. D'accord? À partir du moment où vous avez fait ça, vous avez créé votre protection domain ici. Vous avez dit de copier sur le site distant. Eh bien, il va venir de lui-même créer un protection domain sur le site distant avec, sur celui-là, il sera active, sur celui-là, il sera passif, il sera en stand-by, en fait. D'accord? Mais vous aurez le protection domain qui sera créé automatiquement sur le deuxième site. Donc, si je vais sur ma plateforme, ici, moi, j'ai créé le protection domain sur l'app cluster A. Si je vais sur le lab cluster B, dans protection domain, data protection table, vous avez vu qu'il est venu le créer aussi automatiquement. Là, c'est marqué inactive, il est en stand-by. Bien sûr, sur le site du cluster A, ici, il est actif. D'accord? Donc, moi, dans ce protection domain, j'ai mis ma VM Win01. Ok, cette VM-là, qui tourne actuellement sur ce site, qui fonctionne, etc. J'ai plusieurs fenêtres. Ah oui, il y en avait une qui était buggée. Ah non, elle est là. Qui tourne sur ce site et qui fonctionne. Par contre, elle, sur l'autre site, elle n'est pas visible. C'est normal parce que ce que je veux avoir sur l'autre site, c'est, ce sont tout simplement que des snapshots qui seront répliqués. Donc, si je vais dans VM, vous voyez qu'on voit que le troisième central. Par contre, si je vais dans Protection Domain, est-ce que j'ai déjà des snapshots récupérés? Je vois que j'ai un snapshot local ici, dans le Protection Domain. Je vois que j'ai forcément un snapshot distant, parce que le distant, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, non seulement il existe de l'autre côté, mais il a été répliqué localement. Si je reviens sur le lab cluster A, ici, je vois bien, je peux aller dans Protection, Data Protection, je vois bien les snapshots locaux et puis les snapshots distants. Pas de souci, les snapshots se passent bien. Quand vous êtes dans cette situation, les snapshots sont faits, ils existent de l'autre côté. Vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle du failover. Faire un failover, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire basculer la charge. C'est-à-dire que actuellement mes VM A et B tournent sur le site du cluster 1. Je vais les basculer vers le site du cluster 2. Pour ça, il vous faudra aller sur le protection domain active et dire migrate. Vous voulez migrer la charge. D'accord? Bien sûr, quand vous voulez migrer, j'aurais très bien pu copier dans le protection domain les VM sur plusieurs sites distants. Donc, quand vous allez migrer, il va vous demander vers quel site distant vous voulez migrer. Vous choisissez le site distant et à ce moment-là, ça va arrêter, ça va stopper les VM ici. Okay. Les VM vont disparaître de l'infrastructure. Ça va transformer les snapshots en VM et vous n'avez plus qu'à redémarrer les VM A et B sur le site distant
pour pouvoir les utiliser. Donc, ici, je suis sur mon lab cluster 1, celui qui est actif. J'ai l'option migrate ici. Donc, je vais lui demander de migrer. Vous voyez que je vois les sites distants. S'il y en avait plusieurs, j'aurais plusieurs. Je choisis lequel. Et puis, j'ai juste à écrire migrate ici, en majuscule, et je lance la migration. Donc, à partir du moment où vous faites ça, ce site-là va te passer passif. Ça va durer, enfin, il faut un petit peu de temps. Il faut laisser la tâche se faire. Mais la VM, déjà, va disparaître de l'infrastructure. Là, donc, la Win01 va disparaître. Il faut lui laisser un peu de temps. Il va arrêter la VM et la faire disparaître. Et puis, elle va apparaître de l'autre côté. Mais elle va apparaître éteinte. Il faudra la démarrer, bien sûr, de l'autre côté. Un peu long. Ok. Bon, on va lui laisser le temps de finir. Et donc, elle va apparaître, j'ai plus qu'à la démarrer. Bien sûr, donc ça veut dire que quelque part, ça bascule, ça va devenir actif, et ça va devenir passif. D'accord? Mais quand vous démarrez la VM, même chose, le protection domain, comme il est mirroré, si vous faites des modifications, vous avez modifié, vous démarrez vos VM, faites des modifications, c'est sauvegardé, snapshot, et les snapshots sont répliqués de l'autre côté. Ok. Et vous pouvez toujours faire du failback si vous avez besoin. Donc le failback, c'est je vais ramener la charge à sa place originale. Maintenant, si vous êtes dans un scénario où le site de production est planté, hein, donc vous étiez, le site du cluster 1 était actif, il est planté, à ce moment-là, vous vous mettez sur le site qui est passif, et puis vous dites activate. Hein. Attention, le activate, faut pas le faire quand les deux sites se voient. Hein. C'est vraiment si le site là est planté, je viens sur le site qui est passif, je dis je l'active. Sinon, si vous voulez basculer la charge, il faut toujours être sur le site actif. D'accord? Une petite précaution à prendre. Donc, regardez, la VM Win01 a disparu du premier cluster. Si je vais sur son protection domain, je vois que il est maintenant inactif. Je vais sur le deuxième cluster. Le protection domain, bon, je rafraîchisse, il est actif. Et la VM apparaît. Elle est là. Donc, si je la démarre, pour run, je fais ça pour que ça rafraîchisse plus vite. Hein. Console. Donc, est-ce que c'est la même VM? Je vais le vérifier. On va attendre qu'il finisse de booter. Cyclogen Nutanix slash for you. Ok, bon, c'est bien ma VM avec le dossier dessus. Hein. Pas de souci. Donc, bien sûr, je peux à tout moment aussi rebasculer la charge, donc faire un failback. Hein. Je me mets ici, migrate, d'accord, et je déplace la charge de l'autre côté. Par contre, sur le site qui est en stand-by, j'ai vu ici, vous avez juste update pour modifier le protection domain, vous pouvez le supprimer, le migrer, faire un snapshot, etc. Pour supprimer un protection domain, il faut absolument supprimer tous les snapshots qu'il y a dans le protection domain, mais il faut aussi supprimer les schedules. Donc, vous voyez, ici, j'ai du schedule là, un schedule. Donc, si je voulais supprimer ça, il faudrait supprimer les schedules et les snapshots hein, locaux et distants. Maintenant, c'est le site A qui est en stand-by, inactif. Vous voyez que sur le site inactif, j'ai l'option Activate. Bon. Attention, ne doit s'utiliser que si l'autre site est planté. D'accord? Enfin, n'est pas visible. Tant qu'il est visible, faut pas le faire. Hein. Donc là, si je veux faire basculer la charge, c'est vraiment un migrate que je vais faire. Vas-y, mon cluster 1. 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
et je migre la charge et elle va retourner à sa place. Et du coup, l'ordonnancement du redémarrage, c'est un autre outil, c'est ça qui fait ça? Parce que là, du coup, on bascule la charge d'un cluster à un autre, mais on a une VM à démarrer, donc là, ça va, mais quand on a une infra complète, Ah bah, c'est tout il manuel, hein. À la mimine, y a pas d'ordonnancement de démarrage. rouler sous les aisselles, fait à la main, rouler sous les aisselles, hein. Ah ouais? Ah bah ouais. Ah putain, c'est une demi-fonctionnalité, quoi. C'est fait à la main, c'est du manuel, hein, mon gars, hein. Ok. Bon, Et c'est inclus, oui. c'était juste dans la partie, dans tout ce qui est tâches d'automatisation et tout qu'on peut avoir, on peut avoir la possibilité, par contre, là, de faire des choses spécifiques ou de lancer une tâche, par exemple, pour dire démarre telle VM dans j'ai mangé le nom de. Dans le runbook, le Ouais, la runbook, part. là, oui, dans le runbook, après, tu peux peut-être automatiser certaines choses, hein. Mais il y a pas dans la protection domaine une automatisation du redémarrage. Ok. Maintenant, ça, c'est des protection domaines qui sont fournis avec. Il y a un produit chez Nutanix qui s'appelle LIP. Ouais, c'est ça. Il y a Lip. Ok. C'est Lip Ouais, LIP, qui fait ça. c'est payant, mais LIP, c'est un peu différent. C'est Prism central vers Prism central. Donc, tu as ton Ok. Prism central avec plusieurs Prism éléments. Et puis, tu vas synchroniser ton Prism central. Enfin, tu vas créer des protection domaines entre Prism central. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que ça va plus loin que simplement ordonnancer le redémarrage. C'est que tu choisis les VM par du tag, par des catégories, ce qui fait que quand tu crées d'autres VM, automatiquement, tu les tags, eh ben, elles rentrent dans celles qui sont protégées. Tu as des réseaux de production et des réseaux de tests locaux et puis des réseaux de production de tests qui permettent, tu peux très bien restaurer localement sur un réseau de test et puis vérifier que la restauration se passe bien. Ou tu peux restaurer sur le site distant, sur le réseau de test pour vérifier que la restauration se passe bien. Tu peux ordonnancer, c'est-à-dire choisir quel VM démarre dans quel VM, etc. C'est un peu plus puissant, mais c'est un produit payant, hein. Ok. Ça marche. Merci. Bon, dans les protection domaines, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, primary site, on comprend, hein, c'est le site où tourne la VM que je vais sauvegarder vers un site distant. Les protection domaines peuvent être asynchrones ou synchrones, notamment avec la fonctionnalité Metro Availability. Euh, on parle de RPO, bah, on a vu que les RPO c'était 60 une minute, 60 asynchrone, une minute c'est near sync, puis après j'ai synchrone. Après, ce qu'on appelle RTO, c'est le temps qu'il me faut pour récupérer une information quand mon site est planté, hein. Bon, si vous êtes en réplication asynchrone et que vous détectez qu'un site est planté, pour activer le site de l'autre côté, c'est le temps de l'activation. Ça va mettre quand même plusieurs minutes d'activer le site de l'autre côté. Après, il faudra redémarrer vos VM. Ça peut durer quand même un certain temps, hein. Maintenant, si vous êtes en Metro Availability, vous avez une fonctionnalité Metro Availability, un site est planté, vous avez une VM Witness. C'est le temps de démarrage que va utiliser Achat, quoi. Donc, c'est déjà un petit peu plus performant. Et puis, en plus, c'est un démarrage automatique fait par Achat. Si vous avez bien calculé votre coût, c'est-à-dire pas plus de 50%, imaginez, je réplique d'un site vers l'autre. Donc, hein, les deux sites ont la même taille, ben, c'est maximum 50%. C'est-à-dire que quand je suis à 50%, 50% là, je suis à 100%, hein. Donc, si je suis à 30% d'un côté, 20% de l'autre, bah, ces 30% là me font 50 de l'autre côté. Attention, 50, mais j'ai encore 50, hein, d'accord. Donc, mon cluster n'est pas plein. Donc, ça, c'est ce qu'on fait du Metro Availability, hein. Bon, réplication, c'est de la réplication, on est d'accord, de snapshot, pas de la réplication de VM, hein, réplication de snapshot. Bon, forcément, il y a des snapshots, puis il y a le site distant. Consistency group, ça sert à quoi? En fait, ça sert à ça, les consistency group. Imaginez que vous avez, pour un domaine qui s'appelle ntnx.com, et on va dire vous avez un autre domaine, vlab.com. Bon, vous avez
des serveurs DNS, des domaines contrôleurs, et puis un exchange, ou des serveurs exchange, un cluster d'exchange. Voilà. Donc, même chose ici, DNS, domaine contrôleur, exchange. Vous voulez sauvegarder tout ça, bah, vous pouvez très bien créer une seule protection domain, hein, et inclure toutes ces VM dedans. Ou alors, tout simplement dire, je vais créer une protection domain 1 pour ça, protection domain 2 pour ça, et vous définissez sur chacune de ces protection domain un schedule. C'est-à-dire, une heure, une fréquence, d'accord? Chacun est, hein. Bon, ça suffit à les différencier, puisque vous êtes dans deux protection domains. Si maintenant vous n'aviez créé qu'une seule protection domain pour toutes ces VM, et que vous voulez définir, par exemple, une fréquence ici, vous dites, on va les sauvegarder toutes les 8 heures, ou une fois par jour, toutes les 24 heures, etc. Et puis ici, peut-être ici toutes les 8 heures, puis ici toutes les 24 heures. Eh ben, vous êtes obligé de créer ce qu'on appelle des consistency group. Consistency group. Et sur le consistency group, vous définissez le schedule. Bon, de mon point de vue, ça sert à rien, hein. Il suffit de créer un protection domain. Mais si vous voulez travailler dans le même protection domain, hein, et différencier dans le même protection domain. Bon, ici, on vous montre un peu le dashboard du data protection. Rien de particulier. Ici, je vois que j'ai un protection domain de type asynchrone. Bon, quand vous êtes dessus, on voit qu'il est actif. Ici, il est en near sync. Et bon, c'est-à-dire que c'est de 1 à 15 minutes, les schedules, etc. Bon, celui qui a fait ça, il est sur un système sur lequel il a la licence et il peut mettre ça en place. Par défaut, en starter, vous êtes qu'en asynchrone, hein, d'accord? Ici, comment déclarer, comment créer son protection domain, le nom de protection domain. Les VM que je veux sauvegarder, je les sélectionne. Une fois qu'elles sont sélectionnées, elles passent ici. Mon schedule, on a vu comment ça fonctionnait. Bon, on voit que dans ce cas-là, il n'y a pas de site distant. Ça veut dire qu'il n'a pas déclaré de site distant, là, puisqu'ils apparaissent pas, hein. Maintenant, s'ils sont déclarés, ils apparaissent, il suffit de les cocher, et puis je décide d'envoyer vers site distant. Donc ici, on vous montre la déclaration du site distant, le nom du site, son adresse IP, etc. On a vu ça. Très important, le mappage. D'accord? Ça sur ça. Ça sur ça. Il faut que ce soit mirroré de l'autre côté et les VM qu'on veut protéger, il faut qu'elles matchent ça. D'accord? Donc, si vous avez des erreurs, c'est oublier un truc. Soit la VM que vous voulez mettre dans le protection domain pour lequel vous avez choisi le site distant ne match pas ça. D'accord? Donc, la réplication asynchrone. OK, bon, ici, on est sur le near sync. Bon, vous voyez que c'est 1 minute, hein, bon, on a expliqué ça. La asynchrone elle-même, qui n'est pas le near sync, c'est minimum 60 minutes, hein. Bon, là, on peut mettre 90, 1440 minutes. Bon, 1440 minutes, c'est une journée, hein. 86 400, il y en a qui font de l'IPsec, là, 86 400 ou 1400. Ça, c'est en secondes, hein. Et ça, c'est en minutes, c'est en secondes, c'est en minutes. C'est une journée, en fait. Bon, le Cloud Connect, si je voulais déclarer du cloud, enfin de l'Amazon, enfin une région Amazon pour copier, pas de souci, on peut déclarer. Maintenant, la réplication synchrone, on a dit que l'idée de la réplication synchrone, c'est de synchroniser. Vous voyez que c'est différent de ce qu'on vient de faire avec l'asynchrone, là, puisque l'asynchrone, on fait quoi? On copie de façon asynchrone des snapshots d'un site vers un autre. La réplication synchrone, on copie pas de snapshot, hein. On synchronise des storage containers. Donc, ça s'applique sur des storage containers qui sont répliqués, d'accord, entre deux sites. Donc, j'ai un storage container sur un site que je synchronise avec un storage container
dans un autre site. C'est unidirectionnel, hein. C'est-à-dire que si je devais répliquer des choses sur l'autre site, il faudra un deuxième storage container, hein, etc. Donc, on vient pirer les storage containers, hein. Et puis, la synchronisation se fait non pas en disant que j'ai un RPO de 0, hein, ça n'existe pas, hein, parce que il faut quand même le temps de copier les trucs. Donc, simplement en disant, je m'assure que, avant de valider l'écriture, que l'écriture a été validée de l'autre côté. Ensuite, je valide localement et j'acquitte la VM. Maintenant, on a dit qu'il existe ça par défaut. On a Nutanix vend un produit qui s'appelle Leap, et un produit un petit peu plus complet, on va dire, complet mais qui n'est pas gratuit, hein, qui est payant. Par contre, en plus, ça vous oblige à avoir plusieurs prisms centrales. Donc, imaginez que vous avez plusieurs sites gérés par la même prism centrale, vous pouvez pas utiliser Leap, il faut plusieurs prism centrales. Donc, l'idée, c'est que la gestion des protection domain Leap vont se faire entre prism centrales. Donc, entre des sites, hein, notamment un site primaire, vers des sites secondaires qui seront d'autres clusters qui sont gérés par un autre prism central. Maintenant, on peut aussi faire ce qu'on appelle du ZLeap, hein, c'est-à-dire sauvegarder dans du cloud, hein, vers Google. On peut répliquer aussi vers Google, hein. Donc, on a ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Bon, cette zone de disponibilité, vous voyez que c'est un prism central avec ses clusters en dessous qu'on va répliquer vers une autre zone de disponibilité, hein, qui est mon site de recovery dans cet exemple, hein, mon site primaire vers le site de recovery, qui est un autre prism central avec des clusters. Ça peut fonctionner en asynchrone, en near-sync ou en synchrone. Bon. Donc les termes où on parle de availability zone, bah là, les zones de disponibilité, vous allez les créer sur les prisms centrales, tout simplement en définissant quels sont les clusters de votre prism central qui sont dans une availability zone, hein. Puis après, on va venir pirer les availability zones entre elles, hein. Et quand on va pirer les availability zones, on va définir laquelle est primaire, laquelle est secondaire. Forcément, il y a aussi du mappage de réseau. Et il y a plusieurs réseaux. Il y a des réseaux de production, il y a des réseaux de tests qu'on va définir, hein, qui permet de pouvoir restaurer sur des réseaux out of band, par exemple, juste pour vérifier que les restaurations fonctionnent, que les machines se voient entre elles, etc. Donc, source virtual network, c'est la production, et puis on a des plans de restauration aussi, hein, avec où on peut définir comment vont démarrer les VM, hein. Bon, Leap. Bon, Leap, on fait ça dans le cours APM, hein, pour ceux qui... Il y a, au lieu de faire du protection domain cluster, on fait sur le prism central. Donc, on voit comment mettre ça en place. Donc, forcément, il faut créer un protection domain dans le prism central. Il faut d'abord activer Leap, etc. D'abord activer Leap. OK, une fois que Leap est activé, bon, il vous dit la démarche, hein, de ce qu'il faut faire. D'abord ça, et puis après, donc, faut créer un protection policy, protéger les VM, etc. Et puis, on vient pirer, pour que ça fonctionne. On a créé des availability zones de part et d'autre, et puis on vient les mettre par paire pour savoir qui va copier vers quel site, en définissant lequel est le primaire, lequel est le recovery, hein. Et puis après, je crée des politiques de protection. Dans la politique de protection, je définis quel VM, de quel cluster, avec quelle fréquence, etc. Bon,
Bon, c'est ce qu'on vous montre ici, mais ça va pas vous parler parce que malheureusement, on va pas aller plus loin. Bon, qu'est-ce que j'avais à vous montrer en plus de tout ça? Le Self-Service Restore. Je vais vous montrer le Self-Service Restore. Le Self-Service Restore, ça sert à quoi? Bon, normalement, il a dû basculer ici, hein. Là, je suis sur Lab Cluster B, vous voyez qu'il est inactif. Ici, mon Lab Cluster A, il est passé actif. Donc, ma VM doit être, réapparaître dans l'infrastructure. Bon, elle apparaît éteint à chaque fois, on est d'accord, hein, donc je la démarre. Bien sûr, si vous avez 100 VM, faudra démarrer les 100 VM, hein. Est-ce que j'avais le console qui traînait là? Ouais, on doit planter. Bon, c'est Nutanix, show you. Bon, on aurait pu aller un peu plus loin, c'est-à-dire j'aurais pu supprimer le dossier qu'il y avait sur le bureau, euh, et puis laisser se répliquer un peu, et puis basculer pour visualiser que c'était bien les modifications. Mais bon, vous pouvez me faire confiance, c'est le truc repart dans l'autre sens, hein. Quand vous avez activé pour une VM le Self-Service Restore, ici, vous avez sur le bureau ça, le Nutanix Self-Service Restore. À condition, bien sûr, d'avoir installé, quand vous avez installé les tools, la partie self-service restore, hein, d'accord? Ok. Donc là, je vois qu'il est activé le self-service restore. Donc il y a deux conditions pour que ça marche. Faut que ce soit installé. Faut aussi que la machine virtuelle, son adresse IP, puisse joindre l'adresse IP du cluster. Donc normalement, je pense que mon cluster il était en point 41, hein, c'est ça, hein, 112.16.0.41. Je pense que cette machine virtuelle-là peut pinguer le cluster, hein, ici. Elle a besoin de joindre l'IP du cluster sur quel port? C'est un montage NFS, CIFS, quelque chose comme ça? Non, je pense que c'est 94K. Celui sur lequel il communique tout à l'heure, là, on avait vu, c'est 9440, hein. Ah ouais. Là, il ping pas, là, hein. Ping request could not Ouais, find, parce hein. que t'as mis un point d'interrogation après ça. Ah ouais, il est mal écrit, exact. Ok, bon, c'est bon, il ping. Regardez, bon, en fait, s'il veut pas joindre le cluster, ça marche pas. Et donc, comment ça se passe? C'est un service qui est, on dit self-service. C'est-à-dire, c'est l'administrateur de la machine virtuelle, c'est-à-dire actuellement pour moi administrator, ou root si j'étais une machine Linux, qui pourra utiliser, imaginez par exemple, vous avez supprimé un fichier, vous avez perdu un fichier corrompu, ben vous pouvez directement, à condition que la VM soit dans un protection domain. Donc, c'est le cas de cette VM, elle est inclue dans un protection domain. D'accord. Donc, je lance cet outil. L'outil va m'obliger à me loguer. Bon, on va se barrer, ça. Pour revenir sur cette fenêtre-là, bon, faut déjà pas mettre le lâche un peu. Ok. Donc ici, il faut se loguer. Vous voyez que c'est une fenêtre Nutanix, mais c'est pas le login du cluster qu'il faut mettre, hein. Il faut mettre le login de la machine, de l'administrateur de la machine virtuelle. Pourquoi? C'est simplement un contrôle qui est fait pour s'assurer que
c'est bien l'admin de la machine virtuelle qui accède à ça. Hein. Donc, administrateur avec mon mot de passe, Nutanix for you. À partir du moment où vous faites ça, il va aller browser le cluster, les protection domains, et il va vérifier que il y a bien un protection domain. Et s'il y a un protection domain, il va vous afficher les différentes snapshots de la VM. D'accord? Donc ici, je vois 1h44, 1h43, 1h39, etc. Et si vous voulez récupérer quelque chose, vous sélectionnez. Il visualise ce qui a été sauvegardé et je lui dis de monter le disque. Donc il va monter ce qui est C en fait, puisque la VM n'a qu'un disque, hein, donc c'était C, et ça sera monté sur un autre lecteur, hein, F ou G, etc. Et une fois que c'est monté, ben j'ai plus qu'à le parcourir. Hein, je vais juste aller ici dans ma machine Windows, je parcours les disques. Ok. Bon ici je vois C, D, E, vous voyez qui est arrivé en plus. G ici. Ok. Bon, G, bah, c'est ce qui a été monté là. Hein. Je reviens dans mon truc. Il est monté G. Ok. Et je vois mon G. Et je peux bien sûr parcourir mon G, récupérer mes fichiers, etc. Copier ce que j'ai besoin, je restaure ce que j'ai besoin, etc. Et puis, une fois que j'ai fini, je démonte. Mais c'est vraiment quelque chose que l'admin de la VM fait tout seul. C'est pour ça qu'on appelle ça un self-service restore. Mais il faut quand même la licence et il faut aussi que la VM soit dans un protection domain. Hein. Si vous faites des snapshots comme ça de la VM, ça marche pas. Parce qu'on pourrait se dire, comme c'est des snapshots, je prends ici ma VM, vous avez vu, on peut faire un snapshot d'une VM. Mais le fait de faire un snapshot d'une VM, ça va pas permettre à la VM d'être restaurée. Il faut vraiment la notion de protection domain. Hein. Ok, bon, je vais vous laisser. Est-ce que vous avez des questions?